Yarana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, le podcast fait le bilan de la COP26 et t'aide à te préparer à la suite. Comment anticiper l'évolution du climat, comment faire ta part dans l'effort collectif si difficilement négocié à Glasgow. Pour en parler, je reçois Pauline Sillinger, consultante en environnement. À suivre donc une conversation avec Pauline. Pauline, Yorana. Yorana, Philippe. Merci de prendre un peu de temps pour nous. On te joint depuis le Mexique où tu es en déplacement en ce moment. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Pauline Sillinger et je suis spécialiste en développement durable. Donc, je travaille sur plein de projets différents avec notamment des associations de protection de l'environnement. Et récemment, je fais pas mal de journalisme aussi, donc sur cette thématique. D'accord. Alors où on enregistre cet épisode, on n'a pas encore connaissance de l'accord final trouvé pour la COP26 qu'on a couvert depuis le début de la conférence. Mais ce qu'on a vu du premier draft ne paraît pas super engageant. Donc, compte tenu de ce manque d'engagement des gouvernements et des prédictions scientifiques qui, elles, nous disent qu'on va aller bien au-delà de 1,5 degré, est-ce qu'il faut qu'on se prépare au pire et est-ce que, malgré tout, toi qui connais bien le monde de l'environnement, on peut rester optimiste? J'aimerais te dire oui. J'aimerais te dire qu'on peut rester optimiste, mais je t'avoue que on en avait parlé un petit peu avant qu'on fasse le podcast, toi et moi. Je t'avoue que moi, c'est des questions, les histoires de grandes conférences comme ça internationales et tout sur le climat. Ça fait longtemps que j'ai un peu décroché du sujet parce que je trouve justement que ça n'avance pas. Et là, j'ai refait un check récemment du coup avec la COP26 pour voir un petit peu c'est quoi les news et qu'est-ce que ça a donné. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment pas grand-chose qui s'est passé entre là 2021 et quand j'ai commencé moi à m'intéresser à l'environnement il y a plus de 10 ans de ça. Et il faut savoir que bien avant que moi je m'intéresse à ça, donc que je fasse des études et que je commence à travailler là-dedans, la question des changements climatiques et de l'impact que l'homme pouvait avoir sur l'environnement, elle était déjà soulevée depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc en fait, moi je suis un petit peu pessimiste et en vrai c'est pas que moi qui suis pessimiste, c'est la science qui le dit aussi. Je pense pas qu'on puisse, on est dans un, comment dire, je pense pas qu'on puisse à ce jour se permettre d'être optimiste parce qu'il y a plus la place pour ça en fait. Ça fait trop longtemps qu'on est optimiste et ça fait trop longtemps du coup qu'on lague sur les décisions et sur les actions réelles qui sont prises. Donc c'est vrai que là le résultat de la COP 26 est super super décevant. À part effectivement cette petite lueur d'espoir où on a vu que les États-Unis et la Chine c'était un petit peu alliés pour envoyer un bon message comme quoi ils allaient travailler ensemble pour la lutte contre le changement climatique. Mais sinon, à part ça, ouais, voilà, c'est encore toujours la même chose et ouais, c'est alarmant quand même. Ouais, donc du coup, il faut quand même se préparer à des évolutions du climat à venir qui seront relativement impactantes pour nos sociétés, pour nous-mêmes. Ah oui, oui, carrément. Et ça fait longtemps qu'on sait que l'on va dans cette voie-là. Hein. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on se dit mince, faut qu'on se prépare au pire. Le pire, on est en train de le préparer depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que là, tu vois, par exemple pour la COP26, un des plus gros objectifs, c'est l'adaptation au changement climatique. Donc on parle même plus de comment on appelle ça Je sais plus le terme en français. C'est pas mitigation, c'est ouais, on parle même plus de réduction comme priorité, on parle d'adaptation. Donc clairement, on est en plein dedans et ça va de pire en pire. Et là, il faut juste qu'on trouve des solutions pour pouvoir s'adapter au changement climatique le mieux possible. Ouais, oui, effectivement. Alors justement, Désolée, adaptation et solutions, c'est... Mais... Non, mais c'est triste, mais c'est malheureusement effectivement réaliste. Et quand tu parlais, je repensais à cette vidéo de Carl Sagan qui a fait un peu le buzz dernièrement sur les réseaux sociaux, qui était en 85, où déjà il nous disait, mais il faut qu'on fasse maintenant des choses pour qu'on puisse éviter le pire. Et bon, c'était en 85, j'avais 3 ans à l'époque, ça fait un bail. Ouais, c'est ça. Et en Du fait, coup, tu solution vois, moi, je trouve et... que je t'écoute, dis-moi. Vas-y. Non, vas-y. Non, mais je trouve que en fait, au final, ces grands événements comme la COP26, c'est pas ceux-là qui, au final, ont le plus d'impact
c'est vraiment, je pense que c'est les décisions des gouvernements à leur échelle. Si vraiment ils veulent s'engager et faire des choses bien, et bien ils mettent des régulations. Les entreprises aussi, les très gros groupes là, ils ont une énorme part à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Donc voilà, c'est plutôt là-dessus que je dirais qu'il faut se focaliser. Ouais. Alors justement, donc solution adaptation, toi, c'est ton cœur de métier. Tu as beaucoup Mhm. travaillé sur la recherche de solutions concrètes et efficaces pour aider chacun à avancer dans ce nouveau monde qui s'ouvre à nous. Est-ce que tu penses que, au-delà de ce dont tu viens de parler, les gouvernements, les entreprises, etc., est-ce que tu penses que les efforts individuels peuvent avoir un impact réel ou peuvent avoir une utilité dans ce à quoi on est en train de se préparer pour l'avenir? Oui, oui. Alors là, pour le coup, c'est un grand oui. C'est pas moi qui le dis, hein. Je vais te sortir juste quelques chiffres pour que ce soit un petit peu plus concret pour toi et pour les personnes qui nous écoutent. Les efforts qu'on fait au quotidien pour diminuer notre empreinte écologique, on va parler comme ça, en termes un peu plus scientifiques, on va dire. Donc, pour réduire Mmh. notre empreinte écologique, si on se met tous à faire des efforts individuels, on peut réduire de 5 à 10% notre empreinte carbone. Donc, OK. ça joue quand même dans la balance. Si on se met Mmh. tous à avoir un comportement héroïque, c'est-à-dire qu'on fait vraiment tout comme il faut, on fait tous attention à ce qu'on mange, on n'utilise plus la voiture, on prend plus l'avion, on n'utilise plus de plastique, etc., etc. La liste des gestes à faire est quand même assez longue. Là, on peut réduire de 25% la totalité de l'empreinte Mmh. carbone. Donc, on a quand même un gros impact, nous, en tant que consommateurs. Par contre, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de responsabiliser uniquement le consommateur parce que nous, notre part, voilà, elle s'arrête à 25% et après, nous, on est limité par le système dans lequel on vit au final, les Mmh. réglementations, les produits qu'on nous propose, le système de gestion des déchets, le système de gestion de l'eau, etc., etc. Donc, Mmh. nous, seuls, on peut pas tout faire. Ouais, Et ça c'est a vraiment important tous les aussi que, acteurs ouais. de s'impliquer à tous les niveaux et à tous les échelons. Chacun doit faire sa part, quoi. Oui, chacun doit faire sa part, mais vraiment, il y a, comme je te disais au début du podcast, il y a une énorme part de responsabilité qui est au niveau des grosses entreprises et au niveau Mmh. des gouvernements. Donc Ouais, là, tu effectivement. vois, quand je te parlais de pourcentage, par exemple, l'objectif pour pouvoir rester en dessous de la barre des 1,5 degrés de réchauffement climatique, donc c'est l'objectif que les gouvernements se sont fixés lors de la COP 21 en 2015, c'est de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises. Donc tu Mmh. vois, 25 c'est clairement pas suffisant, mais c'est quand même une grosse part. Et voilà. Et là encore, il faudrait que tout le monde ait un comportement héroïque. Et on en est très Mmh. très loin. Moi, dans mon entourage, et pourtant, je suis entourée de beaucoup de personnes qui sont à fond dans l'écologie. Je peux t'en citer une ou deux de personnes qui sont vraiment dans cette catégorie à vraiment avoir un comportement écologique héroïque, quoi. Mmh. Ouais, effectivement. Voilà. Alors, la question suivante est peut-être trop large et du coup, je vais peut-être demander de m'en citer peut-être 3, mais Ouais. parmi toutes les solutions qui existent, est-ce qu'il y en a quelques-unes qui sont assez simples, qu'on peut mettre en œuvre, chacun, qu'on soit un individu ou même chef d'entreprise, parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, pour avancer vers cette adaptation au changement climatique et pour assez rapidement, voir, l'impact que l'on a, grâce à ces actions-là? Oui, alors des actions, il y en a plein. Effectivement, je vais pas commencer à te dresser la liste pendant le podcast parce que sinon, on Effectivement. n'est pas couché. Mais déjà, ce que je peux te dire, c'est qu'en termes d'ampleur de l'impact, il y a 5 mesures qui, on va dire, ce sont les 5 plus grosses mesures qui ont le plus gros impact au quotidien. La première, alors je suis désolée pour ceux qui rêvent d'une grande famille, mais c'est de faire moins d'enfants. À chaque fois que Mmh. tu fais un enfant de moins, et tu réduis ton empreinte carbone de façon substantielle. Donc ça, c'est une première mesure qui vraiment, c'est sans aucun doute la plus importante. Ensuite, au Mmh. niveau des transports, c'est là où aussi on va pouvoir économiser beaucoup, beaucoup au niveau de sa consommation d'énergie. Donc le fait de ne pas utiliser de voiture tout court, c'est vraiment une bonne mesure. Alors évidemment, hein, on peut utiliser la voiture pour des choses très très nécessaires, mais par exemple au Fénois, ce serait idéal qu'on puisse mettre en place des pistes cyclables. Enfin, pour moi, Ouais. ça me paraît être une solution vraiment très très basique et très très efficace dans la lutte contre le changement climatique. Les pistes cyclables, le covoiturage,
des meilleurs transports en commun, donc ils font pas juste le tour de l'île, mais qui vont aussi dans les vallées, des choses comme ça. Ça existe partout dans le monde, donc on devrait pouvoir y arriver. Puis ensuite, il faut aussi la volonté des gens de changer leurs habitudes, parce que à Tahiti notamment, on a vraiment la culture de la voiture. Et du coup, je pense qu'il faut que nous aussi on se dégourdisse un petit peu et qu'on essaie de se détacher de la voiture, quoi. Donc il y a ça. Après, alors évidemment, il y a le fait d'utiliser des énergies plus vertes, donc ça peut être de l'énergie solaire, les éoliennes. Bon, il y en a beaucoup dans la liste. Ça, effectivement, c'est un investissement. C'est-à-dire que pour les personnes qui vraiment veulent faire un gros changement au quotidien, investir dans des panneaux solaires, un chauffe-eau solaire au lieu d'avoir un chauffe-eau à gaz, des choses comme ça peut aussi avoir un impact sur le compte au final, quoi. Et enfin, alors celle-là peut-être va paraître simple pour certaines personnes et très compliquée pour d'autres, mais le fait d'être végétarien, c'est une des mesures qui aussi a le plus gros impact sur son empreinte carbone. Donc voilà, manger moins de viande tout simplement, parce que l'élevage des bovins est une des choses qui a beaucoup d'impact, avec tout le méthane que ces bêtes émettent. Absolument. Déjà diminuer effectivement la consommation et ne le faire peut-être qu'une fois par semaine, c'est déjà un geste qui produirait déjà quelques effets importants. Oui, complètement. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui adoptent ce régime qu'on appelle flexitarien, c'est-à-dire qu'ils essayent de manger le moins de viande possible, le moins de viande et le moins de produits importés et transformés possible. Ce serait l'idéal. Ça c'est vraiment un régime pour le coup qui est écologique, parce qu'on agit sur tous les niveaux. Et donc voilà, ces personnes qui sont flexitariennes, elles ne sont pas non plus dans l'excès de s'interdire tout le temps. Donc ce qui est bien, parce que pour des personnes qui veulent faire la transition, c'est quand même plus soutenable que de passer direct à quelque chose de drastique. Mais voilà, ils s'autorisent quand même à manger de temps en temps de la viande, du poulet, des choses comme ça. Ok. Alors, justement, je vais profiter de ça pour arriver à ma dernière question pour toi. Parce que tu le disais, bon, l'énergie, changer d'énergie à la maison, etc., c'est un investissement. Bon, les transports en commun, ils vont pas dans tous les quartiers. Enfin, il y a pas mal de choses. Certains produits plus bio, plus organiques, etc., sont parfois plus chers dans les supermarchés. Et au final, dans notre société, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont, de par tout un tas de facteurs, des priorités très court terme. Il faut assurer le niveau de vie de la famille, il faut finir les fins de mois, il faut trouver un emploi, enfin, des choses qui sont quand même assez lourdes à gérer. Et du coup, quand on leur dit il faut agir maintenant pour sauver le climat, pour éviter que dans 10 à 15 ans, ça se réchauffe, on peut comprendre que ça puisse paraître quelque chose d'assez lointain et de difficile à intégrer dans leur quotidien. Donc, quel message on peut leur envoyer à ces gens-là pour éviter, qu'ils culpabilisent en se disant j'arrive pas, je peux pas ou je sais pas faire, ou même peut-être à trouver un moyen d'aider leur situation d'aujourd'hui tout en ayant un impact sur le climat à long terme. Alors déjà, il y a plusieurs aspects dans ta question. Il y a déjà un aspect, tu dis, pour éviter que ces personnes-là se culpabilisent. Non, il faut pas se culpabiliser, parce que comme je disais, on a tendance à faire croire aux consommateurs que c'est uniquement de sa faute, et c'est pas du tout le cas. Donc déjà, il y a ça qu'il faut prendre en compte, mais ça veut pas dire qu'il faut pas aussi se responsabiliser. C'est pas parce qu'on est dans une situation sociale et économique que on n'est pas responsable de quelques-unes de ces actions. Donc, je pense qu'il y a déjà cet aspect-là à prendre en compte. Et la deuxième chose, c'est que je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte que aller vers quelque chose de plus écologique, souvent, ça veut dire aller vers quelque chose de plus économique. Alors, je sais que ça peut paraître être une information hyper contradictoire par rapport au message qu'on nous envoie dans la société, parce que ce qu'on voit dans la société, c'est pour être écologique, il faut que je mange bio, et manger bio, ça coûte plus cher. Pour être écologique, il faut que j'ai une voiture électrique, et j'ai pas les moyens de me payer une voiture électrique. Mais en réalité, si vraiment on met en place toute une série de changements et on change un petit peu son mode de vie, sa façon de penser, on se rend compte que en fait, être écolo, c'est être économe aussi. Donc ça peut être vraiment une façon, ça peut vraiment être un levier aussi pour ces familles qui sont dans la difficulté économique, en tout cas, de participer à leur façon. Je pense notamment au mouvement zéro déchet, que moi j'affectionne particulièrement, et je vais l'expliquer très rapidement. En gros, le zéro déchet, c'est l'idée de réduire au maximum sa production de déchets
Et donc, du coup, par exemple, il y a plein de mesures à prendre pour passer à un mode de vie zéro déchet, ou presque zéro déchet, du moins. Et ça va être, par exemple, éviter le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire quand on a des restes, et ben on va essayer de les retravailler pour faire une nouvelle recette avec le lendemain. Si on a des fruits qui sont en train de pourrir, pareil, on va essayer de trouver une recette pour faire, j'en sais rien, moi, une confiture, un gâteau, n'importe quoi. Dans la salle de bain, ça va être des choses comme au lieu d'utiliser 15 000 produits de beauté, utiliser seulement un savon multi-usage qui est sans emballage. Donc au final, on se rend compte qu'on simplifie vachement sa consommation, on réduit vachement sa consommation en adoptant un mode de vie écolo et du coup, ben, on fait une pierre deux coups, quoi. Il y a aussi quelque chose Effectivement. que j'ai omis de te le dire dans la question précédente où tu me demandais c'est quoi un peu les gestes qu'on peut faire au quotidien. Moi, il y a un Mhm. outil que j'aime bien utiliser et proposer aux gens. Alors, on pourra peut-être le mettre, je sais pas si tu pourras donner un lien aux personnes qui écoutent le podcast. C'est un Si, bien sûr. calculateur d'empreintes écologiques qui s'appelle Mhm. faudrait que je retrouve le nom. Je crois que c'est Footprint Calculator, un truc comme ça en anglais. Mhm. Et en gros, cette plateforme, elle est super bien faite. En plus, ils ont un super design et tout. Et tu rentres à l'intérieur euh, toutes tes habitudes quotidiennes. Donc, ça va te demander, par exemple, la taille de ton logement. Est-ce que tu partages ton logement avec des gens? Qu'est-ce que tu manges au quotidien? Quelle électricité tu utilises pour ta maison, ton bureau? La distance que tu parcours tous les jours en voiture, en vélo. Donc, tu as vraiment plein de catégories comme ça. Tu réponds à toutes les questions. Et à la fin, le résultat que ça te donne, ça te montre de un, combien de planètes est-ce qu'on aurait besoin si tout le monde vivait comme toi? Sachant qu'on n'en a qu'une D'accord. seule, mais si tout le monde Ouais. vivait comme toi, combien de planètes on aurait besoin? Donc déjà, ça te donne Mhm. un petit aperçu de à quel point tu as des efforts à faire ou pas. Et vous allez voir si vous le faites, le résultat est quand même assez surprenant, même pour les personnes qui font des efforts, on va dire. Et la deuxième chose que ça te met en avant, c'est vraiment ça te montre les catégories où tu as vraiment besoin de faire des efforts. Donc, tu vois, par Mhm. exemple, peut-être que tu vas penser que, ah, ben moi, en fait, il faudrait que je devienne végétarien ou quoi. Et en fait, quand tu regardes le résultat de ce quiz, en fait, que tu as fait sur la plateforme, tu te rends compte que là où tu as vraiment besoin de faire un effort, c'est sur les transports ou bien sur l'électricité que tu utilises à la maison ou des choses comme ça. Mhm. D'accord. Bah, on manquera Voilà, pas donc de ça peut mettre être le lien un, du coup à disposition. ouais, franchement, c'est un super outil et c'est très, enfin, tout le monde a un mode de vie différent, donc ça montre vraiment bien là où toi, en tant que personne, tu peux agir, ou toi, en tant qu'entreprise aussi, ça marcherait. Hein. Effectivement. Ok, ça marche. Bah, écoute, Pauline, merci en tout cas pour tous tes éclairages et ton analyse. Et mine de rien, même si on a commencé en disant qu'on pouvait pas être optimiste, finalement, tout ce que tu as pu partager avec nous, moi, je trouve qu'il y a de quoi être optimiste parce que finalement, plein de petits gestes les mis les uns derrière les autres, ça va permettre quand même d'avancer efficacement. Donc, merci pour ça. Bah, merci à toi, Philippe. Et c'est vrai que j'ai peut-être commencé un petit peu pessimiste pour le coup, mais c'est vrai que la liste des choses qu'on peut faire pour agir pour l'environnement, elle est immense. Et je trouve qu'au final, moi, je ne trouve pas du tout que ce soit une contrainte. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est un mode de vie que j'apprécie parce que j'ai l'impression d'être vraiment en harmonie avec mes valeurs. Hmm, Donc, au lieu de le voir comme une contrainte, il faut plutôt le voir comme un ajustement pour être peut-être plus aligné avec soi-même. effectivement, c'est plutôt une belle quête également. Exactement. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi, Philippe. Ciao, ciao. Tout comme pour Pauline, les dernières nouvelles de la COP26 ne t'ont sûrement pas aidé à être très optimiste quant à l'avenir de nos sociétés humaines face au changement climatique. Le manque d'engagement ferme de nos gouvernants peut surprendre, énerver, parfois tant la nécessité d'agir semble pourtant évidente au quotidien. Mais l'espoir demeure, car comme nous venons de l'évoquer avec Pauline, nous avons tous la possibilité de faire notre part. Entreprise ou particulier, si chacun fait déjà un effort, cela peut créer une différence concrète. Et au-delà de cela, je suis convaincu que si l'ensemble des acteurs de la société civile démontrent une volonté claire, dans leur quotidien, de ce changement nécessaire, nos décideurs sauront finalement prendre le train en marche. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur le sujet de la COP26 et du climat, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro.
À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.